on sait que nous avons à peu près 10 ans pour agir et pour faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre soient les plus contenues possibles pour arriver à contenir l'élévation globale des températures et donc les conséquences que ça aura pour les territoires français. Il se trouve que le plan de relance va agir sur un ensemble de secteurs qui sont extrêmement émetteurs en termes de gaz à effet de serre. Quand on parle de résilience, puisque c'est le mot qui a été utilisé, la résilience, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à rebondir, à se reconstruire après une crise. On a 3 options possibles. La première, c'est de revenir à l'état initial. Mais si nous revenons à l'état initial, si nous n'engageons aucun changement, nous allons reproduire les mêmes causes qui ont conduit à la crise actuelle du Covid et plus largement qui font qu'aujourd'hui le changement climatique est en train de s'aggraver. On peut aussi avoir une détérioration de la situation. Et donc, par une inaction ou par de mauvaises politiques, en fait, on va non seulement accroître les vulnérabilités, mais plus largement dégrader l'ensemble des conditions sociales, économiques et territoriales. Ou on peut au contraire faire de cette relance l'occasion pour reconstruire en mieux, pour tirer des leçons, pour accompagner. Il est absolument nécessaire aujourd'hui de profiter de cette occasion de la relance pour faire d'une part une action effectivement d'urgence sociale, deuxièmement, dès à présent, investir massivement dans tous les leviers de cette transition écologique qui va permettre non seulement de diminuer les gaz à effet de serre, mais aussi de protéger les populations et les entreprises et les territoires, mais aussi de prévenir les risques du futur et donc d'investir massivement dans ce qu'on appelle l'adaptation. Et puis aussi, dans certains cas, de commencer à anticiper les choix qui seront liés à ce changement climatique qui est déjà présent et d'accompagner les territoires et derrière les emplois, les systèmes productifs, je pense en particulier à l'agriculture, je pense à l'industrie, pour une reconversion. Plus on attend, plus ces coûts, ils seront élevés. En revanche, on sait que quel que soit le choix aujourd'hui opéré, nous aurons de toute façon à faire face à des crises importantes dans les prochaines années qui nécessiteront de toute façon des efforts très importants de reconversion et de transformation. On sait aujourd'hui que les espaces urbanisés, donc je vais parler là des intercommunalités urbaines, ont effectivement un rôle très important dans les émissions de gaz à effet de serre et dans tout ce qui concerne les politiques publiques. Et puis vous avez ensuite des intercommunalités dans les territoires ruraux. Ces intercommunalités, donc, ce sont des échelons de proximité qui permettent d'aller vraiment au plus près du territoire et qui ont aussi un rôle fondamental dans l'aménagement local qui permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque territoire par rapport aux contraintes, aux besoins des habitants et à la question de l'habitabilité, de la qualité de vie et du bien-être qui va se déployer sur le territoire. Un des enjeux aujourd'hui, c'est que les intercommunalités travaillent entre elles. Travaillent entre elles parce qu'on sait très bien que, quels que soient les efforts, qu'on parle d'atténuation ou d'adaptation, il y a des solidarités territoriales. Ce qui est fait chez les uns va avoir des conséquences chez les autres. Inversement, ce qui n'est pas fait chez les uns aura des conséquences chez les autres. Donc il y a vraiment une nécessité à la fois de construire au niveau de l'intercommunalité une gouvernance partagée entre tous les acteurs du territoire et tous les élus, mais aussi de travailler entre intercommunalités pour partager les bonnes pratiques, pour partager les expériences, mais aussi pour voir comment on va régler ces questions de solidarité. On voit bien que toutes les intercommunalités ne sont pas égalité. Et donc, il y a vraiment une nécessité aujourd'hui de travailler avec ces intercommunalités, pour leur permettre de gagner en compétences, parce que c'est effectivement extrêmement compliqué de pouvoir manier l'ensemble des documents et des solutions techniques, mais aussi derrière de sensibiliser les élus au devenir de leur territoire. Parce que, et là, tous les élus auxquels je m'adresse le savent, quand il y a une crise, la première personne qui est en face, c'est le maire. Et derrière le maire, c'est l'intercommunalité dans ses difficultés. Et pour avoir travaillé avec des élus de territoires ruraux, on voit très bien comment sur de toutes petites intercommunalités, on est vraiment là sur des problèmes très forts en cas de crise. Et on voit aussi comment les crises, elles vont révéler toutes les fragilités de ces territoires intercommunaux. On a besoin de 2 choses. La première, c'est d'un portage politique. Cette question écologique, elle doit être incarnée par des personnes, par des élus qui sont les représentants du peuple. Et puis deuxièmement, elle doit aussi être déclinée dans des stratégies qui sont des projets politiques. Et là aussi, il faut bien dire que, contrairement à ce qu'on pense, l'écologie, ça n'est pas du consensus. L'écologie, c'est d'abord de la politique au sens presque idéologique. Ce sont des visions de la société qui ne sont pas les mêmes. Ce sont des choix qui doivent être faits et qui doivent être discutés. Est-ce que vous préférez, par exemple, avoir
tel type d'entreprise, tel type d'alimentation, ça aura telle conséquence, ou bien tel autre modèle. Et quel coût êtes-vous prêt à payer et qui va payer ces coûts? Et en ce sens, les intercommunalités sont vraiment des lieux extraordinaires pour négocier, discuter, débattre de ces projets. La dernière alerte que j'aimerais mettre, c'est que les solutions techniques, elles sont importantes, mais elles ne peuvent pas se substituer à des transformations structurelles. De la même façon, les efforts individuels sont importants, les changements de pratiques et de comportement sont importants, mais ils ne peuvent pas se substituer à des transformations structurelles. Il faut que chacune des parties prenantes sur le territoire s'implique, s'investisse et fasse sa part de l'effort. La plupart du temps, l'aménagement est fait à climat qui ne change pas. Or, quand vous végétalisez un quartier, eh bien, l'arbre que vous plantez, il va arriver à maturité dans 10-15 ans. Dans 10-15 ans, le climat aura changé. Donc ça veut dire dès à présent réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en termes d'espèces, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec une ville dans laquelle il y aura peut-être moins d'eau, ou plus d'orage par exemple, ou des étiages plus prononcés l'été, ou des gonflements retraits d'argile plus accusés. Donc tout ça doit être déjà pris en compte. Par parenthèse, l'ensemble des documents d'urbanisme, je pense par exemple au plan de prévention des risques, mais aussi au PLU, mais aussi à des schémas d'aménagement, ne prennent pas en compte ce climat qui change. L'avantage de l'écologie, c'est qu'elle offre aujourd'hui un ensemble d'emplois qui sont non délocalisables et donc qui permettent aussi d'avoir, dans le cadre d'une mondialisation, finalement un socle d'emplois sur les territoires, avec en plus une attractivité de ces territoires. On a vraiment tout intérêt aujourd'hui à investir dans une économie qui soit vraiment une économie de transition et qui permette d'être à la fois rémunératrice pour les entreprises, pour les acteurs du monde économique, qui permettent d'être plus intéressante aussi, d'assurer une meilleure qualité de vie à la population et qui permettent au territoire de garder son attractivité et de garder finalement la productivité, mais dans une logique un petit peu différente, voire assez différente de celle qu'on a mis en place jusqu'à présent. Moi, j'ai l'habitude de dire que la résilience, finalement, c'est moins un horizon qui est évolutif, qui est un projet politique au fond, qu'une méthode. Une méthode d'abord qui permet aux territoires de reconnaître leur vulnérabilité, de l'assumer, de la diagnostiquer pour savoir quelles sont leurs fragilités. Et pour mettre en avant ces fragilités, pour dire attention, ce n'est pas parce que nous sommes fragiles, ce n'est pas parce que nous sommes vulnérables que nous sommes condamnés à disparaître ou condamnés à être victimes. La résilience, c'est l'inverse du catastrophisme et de l'inaction et du fatalisme. La résilience, c'est de dire c'est parce que précisément j'ai identifié mes fragilités que je vais pouvoir agir pour les réduire, les supprimer, voire pour tirer bénéfice de cette transformation. Le deuxième point de la résilience, c'est que comme on raisonne en termes de système, ça permet d'avoir une pensée désilotée, une pensée transversale. Alors évidemment, l'action ensuite, elle va se décliner en des mesures. On pense systémique, mais on agit de façon sectorielle. Mais la résilience, elle force moins à réfléchir à l'échelle du territoire. Pas uniquement risque par risque, pas uniquement activité par activité, pas uniquement bâtiment par bâtiment. Elle force à comprendre les relations de solidarité qui existent au sein du territoire et entre les territoires.